Comment tu mises? Comment tu mises? Tu as la prédiction qui vient d'être lancée, que vous soyez sur téléphone ou que vous soyez sur PC, vous pouvez mettre des points de chaîne en fait, qui sont des petits points que vous avez sur mon live. Plus vous regardez mon live, plus vous aurez des points de chaîne. Et vous pouvez miser autant que vous voulez sur n'importe qui, n'importe quand. Et là, vous avez 15 minutes pour miser. Voilà, voilà. On fera un petit point sur les mises tout à l'heure. Au niveau des joueurs, messieurs, dames, au niveau des joueurs ce soir, on a une belle game. Franchement, on a une très belle game. Puisque, première partie pour Dugommier, joueur à trade, très bon joueur, vous savez, Dugommier qui faisait partie des favoris pour le groupe A. Donc, toute première partie du tournoi, il vise un top 1 pour sécuriser une petite bonne place dans le groupe. Il est bien. Razor, deuxième favori de cette partie avec Contrebandier. Pareil, étant vu, pressenti pour être dans le top 3, on va dire, du groupe. Donc étant très très bon également. Vous avez Chaga avec les 4000 de luminosité en trop sur Corino. Voilà, comme d'habitude. Et nous avons The Bibund qui a déjà joué de mémoire deux parties. Deux parties. Non, deux ou trois. Si, deux parties. C'est sa troisième actuellement. Il a fait une première place et il a fait une deuxième place. Voilà. Pour la petite présentation des joueurs. Donc à vos mises. Je vois qu'il y en a qui sont pour Harkonnen. Il y en a un petit peu sur Atreide. Et un petit peu sur tout. Qu'est-ce qu'on a au niveau... Ah, on va regarder conseiller. Conseiller, Harkonnen, il nous a fait le classique. Les bonus de main-d'œuvre. Vous connaissez, c'est très classique, rien ne bouge. Shaga, Princesse Irulan et le bonus pour le Landstrad, rien ne bouge. Razor. Razor, il nous a fait, j'aime bien, il nous a fait le monsieur qui dit que vous pouvez mettre 3 bâtiments dans les QG clandestins, donc pour pouvoir spammer un petit peu plus les bonus des QG. Et il nous a fait la dame qui vous dit que vous avez des bonus d'influence et de renseignement en faisant du commerce avec vos gentils adversaires. Donc ça peut être intéressant pour potentiellement assassiner ou faire une game un petit peu plus politique avec Contrebandier. Et Dugommier, et ben là, je vous avoue que ça m'étonne énormément. Dugommier qui joue Jessica, vous connaissez, on impose des trêves, mais il joue Paul Atreides. Et ça m'étonne beaucoup. Parce que Paul Atreides est considéré, et je pense à juste titre, comme étant le plus faible des conseillers d'Atreides. C'est un gentil monsieur qui vous donne des bonus d'autorité avec les sietch avec qui vous êtes alliés, qui vous donne des petits bonus de ressources avec les sietch et tout ça. Mais c'est pas forcément si ouf que ça. Donc, on va voir comment il l'utilise. C'est un agent où du coup il va vouloir au moins avoir 3 voire 4 sietch alliés pour que ce soit vraiment, vraiment fort. Mais c'est très compliqué à mettre en place. La famille réunie POV. C'est vrai. C'est vrai. On a le duc, on a la nana, et on a le petit. Tout va bien. C'est vrai. Non, c'est vrai. Bon, alors, début de partie. Bon, début de partie, de toute façon, messieurs, dames, c'est toujours pareil. Hein. Vous connaissez les Saintes Trinités. Je le répète, tous les lives du monde. Et pour les petits nouveaux, la Sainte Trinité du début, qu'est-ce que c'est? C'est la zone d'épices, la zone de Plascrète et la zone de Solari. C'est les 3 zones que vous voulez récupérer en priorité quand vous commencez une partie. Si vous n'avez pas la Sainte Trinité au complet, ça n'est pas bien grave, il peut des fois en manquer une. Ça arrive, tout simplement. Du gommier, on a la zone Solari, on a la zone d'épices. Est-ce qu'il a la zone Plascrète? Là, vous voyez par exemple, eh ben, très bon exemple. Dugommier n'a pas la zone Plascrète. Donc, il n'a pas la Sainte Trinité au complet, donc il va être obligé d'aller jouer d'autres petites zones. Ça arrive, il y a des starters où vous n'avez pas forcément la Sainte Trinité. Donc, vous faites avec hein, et vous fermez votre gueule. Riser qui a la Sainte Trinité, donc c'est bon. Shaga, toujours les 50 milliards de luminosité, très important avec Shaga. Et The Bibund, il a la zone Plascrète, il a la zone épice, il a une zone. Il a pris une zone classique. Ah, c'est très bizarre. Il a pris une zone classique alors qu'il y avait une zone Trinité. Bizarre.
Let's go, Corino. Verstappen. Verstappen, messieurs, dames. Verstappen dans le chat, bien évidemment. Bonne chance à toi pour le Grand Prix de ce week-end. C'est le HDR, la musique Discord ne supporte pas en stream. T'as moyen de régler ce problème, James? Si tu files des tips à Chaga, tu peux lui régler le problème? Parce que j'avoue qu'à chaque fois, le POV de Chaga, il picote les yeux, hein. Vraiment. Ça picote. Il picote. Ça arrive. Ça arrive, il n'y a pas de souci. Fait chaud, bordel. C'est bon, il fait méga chaud, là. Et bonsoir Alcharis. Alors, c'est quoi les pronos? Je peux régler les problèmes de Teams. Les pronos, pour ceux qui débarquent, les petits pronos de cette partie, ce serait que Dugommier, donc le joueur à trade, et Ryzor, le joueur contrebandier, partent favoris de cette partie. C'est vraiment les deux qui sont censés un peu mettre la pression dans cette partie et vraiment être devant les autres. Mais il ne faut surtout pas oublier The Bibund, qui nous a fait un bon début de tournoi, honnêtement, à son échelle. C'est un très bon début de tournoi. Donc, à ne surtout pas sous-estimer, qui pourrait aller gratter une deuxième place, voire une première. Donc, on le laisse de côté, mais on l'oublie pas. Et je vous avoue, bon, on va le dire, Chaga, le joueur Corino, non seulement a une luminosité beaucoup trop élevée, mais a également... il n'est pas favori de la game, quoi. Bon, franchement, s'il fait une troisième place, c'est une bonne perf. Je le dis. Mais c'est vrai que pour lui, c'est un peu une game terrible parce qu'il y a trois bons joueurs et il se retrouve un peu coincé au milieu. Là où il y avait d'autres parties avec Chaga où il pouvait un peu gratter les autres joueurs, là c'est un peu compliqué. Attends, sur Best tu peux, mais avec Discord, ou alors faut désactiver le HDR. Ah. Bon bah on verra ça, on verra James. C'est rare pour un Corino. Après vous savez, on rigole beaucoup en disant que Corino est une faction complètement craquée. Bon, c'est le cas, hein. Mais moi j'aime bien aussi rappeler que c'est craqué si vous savez la jouer parfaitement. Dans le sens où, vous voyez, quand c'est dans les mains de quelqu'un comme Sluggish qui joue très bien au jeu et qui connaît très bien les trucs complètement abusifs, bah vous avez l'impression que c'est complètement cheaté et effectivement ça l'est. Après, si vous mettez dans les mains de quelqu'un qui découvre le jeu, c'est tout de suite moins fort. Moi par exemple, je suis pas un Corino très puissant quoi. Moi je suis beaucoup plus fort avec d'autres factions qu'avec Corino. C'est en fonction des personnes. Attendez, messieurs, dames, j'ai l'impression... Attendez, une, deux, trois... Effectivement, c'est une map épice, messieurs, dames, c'est une map épice, c'est officiel. Qu'on ne sait pas punir aussi. Aïe, 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 James. Terrible votre game. Mais au moins, vous voyez, vous apprenez. C'est aussi ça, la SL, les potes. Vous apprenez. Vous faites une erreur, vous vous faites instantanément punir, et au moins, vous ne ferez plus l'erreur. Pourquoi il y a plusieurs types de maps différentes? Alors en fait, c'est pas qu'il y a des maps réellement différentes, c'est plus que comme c'est généré aléatoirement, mais sur un système qui revient assez souvent, on va dire, eh bien, Verstappen, tu peux arriver sur des moments où il y a des parties avec 10 zones d'épices sur toute ta carte, et des parties où il y en a 20. Donc, moi, j'appelle ça les maps d'épices, parce que bah, il y a tellement d'épices qu'en fait, map d'épices, quoi. Mais là, tu vois, pour t'expliquer un petit peu en montrant une map globale, il y a toujours une zone d'épices collée à ta base principale, et sur les maps dites épices, tu auras toujours des zones d'épices toutes les deux zones. Et là, vous voyez, c'est le cas, deux zones épices, deux zones épices, épices collées à la base, deux zones en bas, épices. Donc, c'est une map épice. Vous le savez, tout le monde aura ça. Il y a
beaucoup d'épices partout. Et puis après, il peut y avoir des maps de tout. Il y a des maps carburant, ça arrive, hein. Il y a du carburant de partout. Il y a des maps Solari. Il y a des maps. Enfin, voilà, il y a un peu de tout. Mais voilà. La map épice n'est quand même pas très répandue. Elle n'arrive pas souvent. Donc c'est particulier. Surtout, dites-vous que comme il y a beaucoup d'épices, il y a des factions qui peuvent être potentiellement plus fortes. Et beaucoup de personnes vont jouer le chaume. Parce que vous allez avoir beaucoup de chaume, étant donné qu'on a beaucoup d'argent. Bon, ça c'est assez logique, hein, mais... Map zone spéciale. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, les zones spéciales. Après, dites-vous que sur une partie, il y a, je sais plus combien il y a d'hexagones au total, mais de zones spéciales, vous en avez au minimum au moins 12 de mémoire. Il me semble que c'est 12, peut-être un peu plus. Et il peut y avoir des maps où il y en a genre 18. C'est possible. Mais il y en a quand même beaucoup, parce que des zones spéciales dans le jeu, il y en a pas mal, hein. Donc, toutes les parties, il y aura des zones spéciales qui ne seront pas dans la partie, d'autres qui seront là, et ça change un peu tout le temps. La seule qui ne bouge jamais, c'est la fosse polaire, qui est toujours au milieu de la carte. Ça ne change pas. Tant que ça. Ah bah là, j'ai fait une vidéo de zone spéciale sur mon YouTube. Je sais même plus combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Genre, je crois qu'il y en a au moins 20, une vingtaine. Attendez, si vous voulez, je vais vous le dire. J'ai pris des captures d'écran, les potes. Dans les zones Arrakis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il y en a, attendez, parce que j'ai tout compté. Il y en a 17. 18, pardon. 18. 18. Actuellement dans le jeu. Donc voilà. Donc effectivement, ça fait pas mal. Qu'est-ce qu'on a comme map là d'ailleurs? Fred, il a une map de merde. Bon, les gars, du gommier, je suis désolé, mais il a une map de merde, hein. Il se retrouve avec Lac d'Acide, qui est pas ouf pour lui. Il se retrouve avec Vallée de la Rosée Sélène, qui est vraiment pas ouf pour lui non plus. Après, il y a quand même 5 devant, donc ça va. Mais il est deux déserts profonds, une colline, c'est le pire truc. C'est le pire truc du monde. Parce que là, du coup, il va être obligé de jouer une game super défensive et soit faire de la politique, soit faire du chum. Il pourra pas être influent sur la carte. Ou alors, il faut qu'il prenne beaucoup de risques. Mais du coup, c'est pas ouf pour lui, quoi. Riser, il va nous récupérer toutes les zones d'épices. Tout à fait normal, au vu de la map. Contrebandier, vous êtes assez content. Chaga, ça picote. Et j'ai pas vu ce qu'il avait, donc on reviendra. La map aurait pu être pixel pour Ekaz. Ah. Comme aurait pu être pixel pour un Fremen, parce qu'il y a beaucoup de gisements. Voilà, hein. La magie du aléatoire. The Baboon, qu'est-ce qu'il nous fait? Bah pareil, il va récupérer les zones d'épices tranquilles. Il est bien, hein. Au niveau des votes, il y a un peu de tout, hein. Vous me faites plaisir, là, il y a un peu de tout. Personne ne fait confiance à Chaga, mais je peux comprendre. Putain, je vais à la fenêtre. Fait trop chaud chez moi, là. C'est abusé. Je crame. Alors. Bon, tout le monde va faire sa petite vie, messieurs, dames. Vous connaissez les débuts de partie. De toute façon, pendant 10-20 minutes, c'est toujours le moment où on se met en place. On construit, on récupère les zones qui nous intéressent, on fait des techs importantes, on construit des bâtiments. C'est des débuts très classiques, vous connaissez. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est qui va démarrer la partie en premier, qui va mettre de la pression. On a un Harkonnen qui va tenter un assassinat, pourquoi pas, très rapidement, ça peut être intéressant. On a un Razor qui se dit que normalement, il doit mettre de la pression dans cette partie, étant donné qu'il joue quand même contrebandier et que c'est à lui de décider de comment va être jouée cette partie. Dugommier, vu la map, il est un peu obligé de jouer chez lui en fait, hein, donc il va pas forcément être très influent. Et Landstrad, excusez-moi, Landstrad. Landstrad, qu'est-ce qu'on a? Petit bonus d'autorité, intéressant pour tout le monde.
le bonus main-d'œuvre à ne surtout pas laisser à la maison Harkonnen, et le bonus économique. Et ce sera Atreide qui va choper le bonus main-d'œuvre, Harkonnen qui va choper le bonus d'autorité. Ok, alors ça m'étonne que Harkonnen n'ait pas voulu récupérer le bonus main-d'œuvre. Ça m'étonne un petit peu, mais pourquoi pas. Après, petit bonus autorité, ça le met bien aussi. Hein. Alors, fais voir. Ok, ça c'est très bien vu. Il a de la chance en plus. Bon, il a beaucoup de chance. Honnêtement, les potes, il est bien. Alors, petit rappel de ce que peut faire Paul Atreides. Paul Atreides, c'est un bonus de plus 2 d'autorité par siège allié. Par siège allié, voilà, tout simplement. Donc, il faut quand même posséder la zone sur laquelle il y a le siège. Donc là, actuellement, étant donné qu'il a 2 sièges qui sont sur les zones qu'il possède déjà, il va être très très bien, puisqu'il va déjà aller chercher un bonus de plus 4 d'autorité. Sachant que vous avez également des ressources supplémentaires avec le commerce, avec les sièges avec qui vous êtes amis. Donc c'est assez intéressant. Si vous arrivez à en choper, je vous disais, au moins 3-4 sièges avec Paul Atreides, c'est pas mal du tout. Un bon début de game là. Il a un très très bon début de game, notre duo. On a nos zones d'épices. 3 zones d'épices tranquilles. On en a une quatrième possiblement là-bas. Il est très bien. Au final, c'est Shaga qui n'est pas très bien puisqu'il a une seule zone d'épices. Et il va subir un petit peu le joueur Corino. C'est un peu une erreur d'avoir récupéré une seule zone. Dites-vous, messieurs, dames, que sur une zone épice, enfin sur une map comme ça qui a beaucoup d'épices, les taxes vont forcément être plus chères étant donné que vous avez tous beaucoup d'épices. Donc ça peut aussi être très dangereux d'être l'un des seuls à avoir très peu d'épices parce que vous allez très rapidement être dans une situation où vous pouvez tout simplement pas payer la taxe. Et ça c'est pas cool. Harkonnen qui récupère une petite zone spéciale avec du plus 4 en bonus. La petite faille blanche, on aime bien. La faille blanche, ils l'ont rework, j'aime bien. J'aime bien la petite faille toute belle comme ça. Avant, c'était juste un gros carré blanc. J'aime bien ça. Plus joli. Bon, il va piller non-stop. Razor, qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais, Razor, on se coûte un petit peu. On a récupéré nos 3 zones d'épices. Est-ce qu'il va jouer à la fausse polaire? Parce qu'au vu de la game, honnêtement, il peut jouer à la fausse polaire. Il serait pas en danger. Allez, les premiers QG et des bonus tout à fait classiques. Pour avoir des bonus de thunes. Traité de paix avec Halo Harkonnen. Est-ce qu'on l'accepte côté Bimound? Et on va l'accepter. C'est pas mal. Comme ça, on prend pas de retard. Ok, la guilde spatiale. Quatrième zone d'épices, messieurs, dames. Du gommier, messieurs, dames. Et en plus de ça, il a une map de merde, donc je tiens quand même à le signaler. Il a une map de merde, mais putain, il nous fait un début de game monstrueux. Il chope des 4 zones d'épices. Il arrive à choper 2 sièges. Il va être monstrueux dans ce début de partie. Il a le contrôle de la moitié de la carte, étant donné qu'il y a les déserts profonds et les collines qui le protègent. Donc c'est lui qui décide un peu comment il va. Il a su retourner le truc à son avantage. C'est très très bien fait de sa part. Très très bien vu. Puis en plus, il est le premier à lancer la filiale de la guilde spatiale. Donc il va être le premier à avoir son vaisseau. Ça aussi, c'est très bien fait. Alors, beaucoup de politique quand même côté contrebandier. Je suis étonné. Contrebandier essaie une game politique. C'est bizarre. C'est assez rare. On n'a pas beaucoup de contrebandiers qui font de la politique, je vous avoue. On va voir si ça va fonctionner pour lui, hein.
J'espère. Ce serait beau. Ce serait vraiment beau. Du go, du go, du go. Alors moi, je vous dis, ça me fait un peu peur cette partie parce que les parties comme ça, c'est des parties où ils vont tous se set-up. Ils vont tous récupérer toute leur zone chez eux parce qu'ils ont tous à peu près des bons starts. Comme c'est des bonnes maps, entre guillemets, ils vont tous récupérer des trucs chez eux. Mais du coup, il va y avoir très peu de d'action réellement, puisqu'ils vont tous se mettre bien, et une fois qu'ils se rendent compte que, ah ouais, il y en a peut-être un qui est mieux que eux ou quoi, et ben ils vont aller lui péter la gueule. Mais du coup, normalement, c'est une partie où ça va pas forcément bouger avant un certain temps, quoi. C'est pas ce qu'on veut, nous. On veut de l'action. On veut des gens qui se butent. Chacun, il nous fait quoi? Chacun, il nous fait zone de Solari, ouais, très 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 classique. Rien ne dépasse. Ok, des petits agents, ouais. Du coup, je crois qu'il a abandonné son idée d'assassiner. Ouais. La partie où on se regarde pendant 30 minutes. Ah bah là, c'est ça, hein. Ils ne devraient pas s'attaquer un minimum entre eux. Bah pourquoi ils le feraient? En fait, c'est plus ça, c'est pourquoi ils le feraient. Parce que c'est le problème pour moi de la map épice. Et je trouve que c'est l'une des pires maps à commenter. Parce que en réalité, c'est la map qui a le plus de ressources, étant donné que t'as de l'épice de partout. Mais en fait, t'as tellement de ressources du coup à disposition que tout le monde a envie de rester chez lui. Ah bah là, ça tue le show là. Je suis désolé, c'est pas ma faute. C'est pas moi qui décide les maps. Je vais pas dire, bon les gars, la map épice est refusée sur la SL. C'est refusé. Non, on se fait trop chier, vraiment, les gars. C'est compliqué. Vous parlez des build orders. Ah, c'est ce que je dis, hein. En fait, si tu veux, c'est très classique dans des games comme ça. Ils vont tous faire les techs sur les moissonneuses, donc pour pouvoir booster au maximum la production d'épices, et du coup ils vont tous avancer sur le chaume. Le problème c'est que quand tout le monde avance au chaume, le chaume va être très 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 cher. Donc ils vont tous être bloqués aux alentours des 15-20% en fait. Et personne ne pourra réellement gagner au chaume. Parce que tout le monde se bloque entre eux. Donc ça c'est un peu le souci. Maintenant, la question c'est, ok, le chaume va être ingagnable parce qu'on est sur une map qui fait que c'est ingagnable. Qu'est-ce qu'on peut faire à la place de l'économie? Eh bien, on a la politique, et d'ailleurs c'est en train d'être fait par notre joueur Atreid qui fait un petit peu de politique. On a Riser qui a prévu le coup, qui fait un petit peu de politique aussi avec ses contrebandiers. Et après, les deux autres joueurs, ils ont l'air de pas vouloir faire de la politique, ils ont l'air de vouloir faire autre chose. Et si tu peux pas faire de la politique, il te reste l'hégémonie. Et l'hégémonie, c'est quelque chose qui se fait naturellement. C'est quelque chose où les joueurs y arriveront de base au bout d'un certain moment. Mais plus la partie va durer, plus ceux qui font de l'hégémonie sont avantagés. Là où, si tu fais de la politique et si tu fais du chaume, si la partie dure très très longtemps, c'est pas forcément à ton avantage. Mais là, honnêtement, impossible qu'il y ait une victoire au chaume parce qu'il y a trop de chaume. Donc oui, pour répondre à la question, ils vont tous focus l'écho, mais tu vas voir qu'ils vont tous arrêter de focus l'écho très vite, puisque bah ils vont se rendre compte que ils peuvent pas y arriver. Déjà arrivé dans le tournoi une victoire au chaume, bien sûr. Il y a eu toutes les victoires. Enfin, il y a eu les trois. La victoire militaire ne comptant pas,
Parce que ce n'est pas une vraie condition de victoire. Mais Chaume, il y en a eu une, il me semble. Politique, il y en a eu pas mal. Et après, l'hégémonie, c'est celle qui arrive le plus souvent. La seule qui n'arrive jamais, c'est la victoire militaire, parce que c'est juste impossible, en tout cas normalement, de buter trois mecs. C'est impossible. Ou alors vraiment, il s'est passé une dinguerie dans la game, mais ça n'arrive jamais. Alors par contre, Atreide n'est pas content, parce qu'Atreide a essayé d'annexer passivement la zone d'épices, il se l'est fait virer, il essaie d'annexer passivement le lac d'acide, il se le fait dégager, donc actuellement, Atreide n'est pas content et il a envie de défoncer Harkonnen. Il est pas content là. Je comprends pas pourquoi il prend pas les zones spéciales chez lui en vrai. Chill un max mon pote. Prends le mur du bouclier ou je sais pas quoi, non? C'est pas des zones folles, mais ça va. Enfin bref. Il avance tranquillement, le petit Hugo. On avance. Et ouais, les QG, les QG, les QG, les potes. Les QG chez Corino, on aime. Vive la thune! Et bonsoir Herzuk. Qui joue ce soir? Eh bien, nous avons Dugommier en Atreide, nous avons Ryzor en contrebandier, nous avons Shaga, le mec pixelisé en Corino, et nous avons The Bebound en Harkonnen. C'est un match du groupe A. Et d'ailleurs, premier match de Dugommier et premier match de Ryzor, comme je le disais tout à l'heure. Je sais plus, je crois que c'est Ryzor, il a genre 5 games de prévu cette semaine-là. Il enchaîne. Le filtre Instagram. Ah bah là, il est... Shaga. Attendez, pardon, qu'est-ce que je viens de voir? Oh, messieurs, dames, cette game va être trop bien. Oh, il me fait rêver. Oh, il me fait rêver. Oh, la game pixel. Oh, c'est un génie. Messieurs, dames, je vous ai menti. Je vous avais dit que c'était une partie où il n'allait rien se passer. Et en fait, il vient de base drop. Saga n'en a rien à foutre. C'est trop grave. C'est Shaga ou Shaka Zulu? Non mais oh. Comment? C'est Shaga. Shaga, Shaga. Ah, du tourisme. Non mais Shaga est légendaire par contre. Mais par contre, il n'a pas de militaire. Pourquoi il fait ça? Bon, par contre, messieurs, dames, effectivement, c'est rigolo. C'est rigolo de base drop les gens. Mais le problème, mon petit Shaga, le problème, mon petit Shaga, c'est que ta base, elle touche pas la base du mec. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Il a base drop pour rien. Ah la tuile, ah bah... Le mec à base drop, il fait pas du militaire, donc ça sert à rien. Et en plus de ça, sa base ne touche pas la base de l'autre, donc ça sert deux fois plus à rien. Genre vraiment, pourquoi? Pourquoi tu base drop? Bon, après la game, il faudra rappeler à Shaga à quoi ça sert un base drop. Pourquoi il a fait ça? Le contrebandier est vachement sympa de pas attaquer. Alors, c'est simplement que actuellement il ne peut pas, hein. Parce que dites-vous bien en fait que pourquoi on fait un base drop? Je vais vous faire le pourquoi du comment en fait, hein. Un base drop, il sert effectivement à positionner une base militaire juste à côté d'une base adverse, puisque vous pouvez le faire. Maintenant, pourquoi on fait ça? On fait ça puisqu'en fait, dans le système du jeu, les bases, les bases ne peuvent pas s'attaquer entre elles. Mais
il y a quelque chose qui fait, je ne sais pas pourquoi, que Corino, le base drop, la base attaque la base principale des autres joueurs. Ce qui fait que si vous positionnez votre base à portée de la base adverse de quelqu'un, votre base va pouvoir attaquer celle des adversaires. Donc, c'est complètement cheaté. C'est le truc le plus pété du jeu, sachant qu'une base, c'est très, très compliqué à taper, surtout en début de partie. Et ben en fait, c'est quelque chose qui est quasiment imprenable, surtout sur des timings comme ça. Si Corino avait fait des techs militaires et était en range d'attaquer la base adverse de son adversaire, il n'y a quasiment aucun moyen de le contrer. On peut pas aller chercher les colonies du Corino. Bah en fait, ouais, c'est un peu bizarre. Ah, honnêtement, Herzuk, la base, elle est un peu mauvaise, cette base. Elle est drôle, mais elle est mauvaise dans le sens où, à la seconde où Contrebandier va en avoir marre qu'il y ait une base chez lui, il va juste faire l'incitation au siège, il va faire clic droit sur la base et c'est une illimitée. Je rappelle, messieurs, dames, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'incitation au siège, c'est une technologie rouge, donc une technologie militaire, qui vous permet d'infliger 50% de dégâts supplémentaires aux bases, mais également de gagner de l'argent sur les dégâts que vous infligez aux bases principales. Et c'est pas un petit peu d'argent, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, s'il décide de faire l'incitation au siège et qu'il pète la base dans son intégralité, il se fait genre 5000 de thunes. Voilà. C'est pour ça qu'elle est un peu terrible ce base drop, c'est qu'il a juste à faire une incitation au siège et il le démolit. Donc elle est un peu... Chacun faut qu'il fasse du militaire, mais vitesse grand V là, parce que sinon ça sert à rien. La dernière, si t'as même pas la peine d'attaquer une base. Bah ouais. C'est un cadeau pour le contrebandier. Bah c'est un peu un cadeau là qu'il a fait. Hein. Après, c'est toujours un danger. Le fait qu'il y ait une base impériale aussi proche de chez toi, c'est un danger. Mais la réalité, c'est que tant que la base impériale ne t'attaque pas, bah c'est pas un danger, c'est juste que ça te pète les couilles. Mais voilà. Dites-vous que sur le long terme, elle va disparaître. Si cette base impériale reste là toute la partie, je comprends rien au jeu. Pour moi, il va forcément aller la taper à un moment donné. Mais tard, vraiment très tard. Parce que là, il fait des techs économiques, il fait toutes les connaissances économiques pour booster ses moissonneuses, puisqu'il se dit, franchement, c'est pas la priorité, mais le jour où la base lui pète les couilles, il fait l'incitation au siège, on fait une neutralisation des défenses, on clique droit, c'est terminé. Il y a aussi une mission qui nerf les dégâts base lance-missile. Oui, la bombe à IUM, il y a même la batterie de missile, il y a deux choses. Pour pouvoir nerfer les dégâts des tourelles et des bâtiments, en fait, de manière générale, vous pouvez utiliser la bombe AIM qui réduit de 50% les dégâts infligés par les tourelles et réduit également leur vitesse d'attaque de 50%, ou vous pouvez faire la... comment ça s'appelle? Mince. L'autre, j'ai oublié, qui réduit les dégâts infligés des tourelles de 30%. J'ai oublié le nom. Et après, si vous voulez attaquer une base principale, très important à avoir, c'est la neutralisation des défenses qui coûte 500 de renseignements. C'est très cher, je sais, mais c'est quelque chose qui vous dit que vous infligez 50% de dégâts supplémentaires sur une base principale et également vous réduisez l'armure de la base principale de 3 points d'armure, ce qui est quand même assez cool. Voilà. Les deux sont cumulables. Oui. Non, il me semble pas. Il me semble pas. Je suis pas sûr. Attends. Non, tu peux pas. Tu peux pas le cumuler. Tu peux pas le cumuler, il prendra juste le plus haut effet. Si tu mets les deux, il te comptera la bombe AUM, mais il te comptera pas la batterie de missile. Il me semble, hein. Je suis pas sûr. Et la bombe AUM, elle coûte cher. Ça coûte 200 de thunes et 200 de renseignements. Là où la batterie de missile ne coûte que 100 de renseignements. Donc c'est beaucoup plus simple à faire. Je testerai. Bon, il faut. Bah, du coup, moi je suis limite un peu déçu parce que je voulais que ça bouge. Et en fait, il a fail. Donc je suis trop deg là.
Par contre, on n'a pas de thune côté Atreides. C'est quoi le délire là? Il y en a une qui coûte rien. Ouais, c'est le principe, c'est que vous puissiez quand même l'utiliser. Pourquoi on est en galère de thunes comme ça là, dans cette game? Plus 20 côté contrebandier, plus 14 en Atreides, plus 200 en Corino, mais c'est un Corino, ça compte pas, et plus 57 en Harkonnen. Pourquoi on est en galère de thunes? C'est une map épice, c'est l'inverse. Vous êtes censés être riches, les potes. Qu'est-ce qui se passe? On a un petit problème là? Oh, Dugo, qu'est-ce que tu nous as fait là? Oh là là. Mais du coup, je crois qu'il a pas fait. Du coup, il est où le centre de maintenance? Il est là, ok, c'est bon. Attends, mais comment il peut être à moins 100 de thunes? Il a pas boosté ses moissonneuses ou. Il a pas les moissonneuses boostées. Aïe, aïe, aïe. Messieurs, dames, c'est terrible. C'est terrible. Oh, c'est terrible. Il a pas fait les améliorations d'épices. Alors qu'il a 4 zones d'épices. Dugo, non, on va le taper. On va le taper à la fin de la game. On va aller le récupérer. On va le coller à la récré là. Et on va s'expliquer avec lui. Comment il va, Lazare? Je vais t'appeler Lazare hein, parce que c'est trop compliqué ton pseudo Twitch. Hein. Moi, je vais t'appeler Lazare. Beaucoup plus simple. Bon, écoute, ouais, c'est pause café là actuellement. On a eu une tentative de base drop qui, qui est frauduleuse, on va le dire. Elle est frauduleuse, hein. Mais on est pas mal. Oh, elle va durer longtemps la game. Oh les gars, elle va durer longtemps cette game. Elle va être longue cette game. Vous savez pourquoi elle va être longue? Parce que il y en a deux qui essayent de faire de la politique, ils ont compris que le CHOM s'était bloqué, et très bien vu de leur part. Mais le problème c'est que il y en a deux qui font de la politique, Corino est pas trop mal non plus, donc du coup ils vont se bloquer entre eux et personne pourra faire vraiment de la politique, en tout cas normalement. Et du coup, la seule solution qui reste, c'est l'hégémonie. Sauf que aucun d'entre eux ne fait d'hégémonie. À part contrebandier, mais c'est un contrebandier, du coup ça compte pas. Et Dugommier est en train de commencer à en faire, mais du coup, le seul qui peut potentiellement aller très vite, c'est Dugommier. Et voilà. Contrebandier qui vont win en hégémonie. Ouais, mais il est un petit peu en retard, notre ami contrebandier. Il est un petit peu en retard pour un contrebandier. Moi, ça me fait un peu peur. Ok, il positionne des QG, mais il n'en a pas tant que ça, quoi. En plus de ça, il me fait un peu peur parce qu'il achète du chaume, mais. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'ils se sont fait bait sur la map militaire, hein. Enfin, la map épice. J'espère pour Dugommier qu'il sait faire les ateliers d'artisanat. T'inquiète pas. Il en a déjà fait, regarde. Il a plus 10. Justement. Là, il peut être à plus 10, plus 20, plus 30. Il peut se mettre dans les plus 30. Et il est déjà en train de faire les techs défensives. Donc, le seul problème actuellement que va avoir Dugommier, c'est qu'il produit pas d'argent. Donc, il va falloir chercher les techs d'épices assez vite parce que sinon on est dans la merde. Mais il va tenir sur le fait que en late, eh ben, on va faire plus d'hégémonie que la terre entière. Hein. Donc c'est beau. Oh, Ortox. Ortox qui vient de faire passer Novalis en place crête. Bienvenue à toi, Novalis. Tu es maintenant un citoyen d'Arrakis grâce à Ortox. Merci à toi, Ortox. Tu es. Oh putain, Ortox, t'es passé deuxième. Et Ortox, t'es exceptionnel. T'es deuxième au sub de la chaîne. Il te manque plus que 14 subs offerts pour dépasser Nick.
Il est imprenable. Il est trop fort. 14. Mais oui, moi aussi. Nick, il abuse. Nick est trop fort. Il est imprenable. Vous ne pourrez jamais le contester. Alors après, euh, il y en a qui ont dit la thune est revenue là. La thune est revenue parce qu'il avait sa barre d'épices qui était en full thune. Le problème, c'est qu'il produit pas assez d'épices comparé à ce qu'il produit d'argent. Donc, il va être obligé de faire de l'épice pour pas être en retard au paiement des taxes. Parce que sinon, s'il rate des paiements de taxes, eh ben c'est FF, tu perds instantanément la game là. Donc, du gommier, fais-moi ces boosts de moissonneuse. Sinon, c'est FF. La game est instantanément perdue. Vu la tête de la game là, il faut à tout prix le boost d'épices. Parce que sinon, c'est mort. Je sors le PEL. Ah, cherchez pas. Nick, il est pas là souvent, parce qu'il est canadien, donc on le voit pas tout le temps. Mais quand Nick il est là, les gars, imprenable. C'est le boss. C'est le boss du game, ok? C'est le tout premier sub de cette chaîne. C'est celui qui a le plus de subs de la chaîne. Et, écoutez, c'est le boss. C'est le boss. C'est un des premiers sur cette chaîne. Enfin, c'est... Il a tout, il a tout, il a tout. Enfin, voilà. Je sais pas, quoi. Moi, ce qui me fait peur, là, c'est que il y a deux joueurs qui sont en train de all-in sur le chum, hein. On a un contrebandier qui all-in sur le chum et The Biboon qui all-in sur le chum, mais en fait, ils en font pas. Ils en achètent très peu parce qu'ils peuvent pas en acheter, c'est trop cher. Trop compliqué là, les copains. Trop compliqué. On verra. On verra comment ils y arrivent, messieurs, dames. Chaga, il en est où? Chaga, il a fait beaucoup de. Mais Chaga, il me tue. Chaga, il a compris que. Et en vrai, c'est bien vu. Il a compris qu'il n'était pas favori dans cette game. Et il s'est dit, le seul moyen que j'ai de marquer un point dans cette partie, c'est de fumer quelqu'un. Donc il va tenter un assassinat, il va tenter un base drop, il va tenter tous les trucs, mais il va fumer quelqu'un. C'est son but. Contrebandier fort au chaume. C'est pas mal. Honnêtement, c'est une bonne faction au chaume. Étant donné que vous avez beaucoup de bonus au chaume, vous pouvez piller en boucle, du coup ça fait pas mal de thunes. C'est une bonne faction pour faire du chaume. Même si, pour moi, après, on pourrait avoir un débat hein, là-dessus, mais pour moi, Contrebandier est plus une faction d'hégémonie que de chaume. Voilà. Parce que je trouve que tu as beaucoup, beaucoup de choses qui te donnent des bonus d'hégémonie et qui te permettent d'aller très vite en production d'hégémonie comparé au chaume. Il faut quand même que tu sois assez bien setup. La trade, je pense, c'est principalement hégémonie politique. Oui, c'est ça. À trade politique très très fort pour beaucoup de situations particulières. Et hégémonie, de toute façon, très fort aussi avec les annexions sans violence. Il en est où, mon ami Dugo? Dugo, les potes, il est trop bien, hein. C'est une folie, hein. Dugo est trop bien. Vous vous rendez pas compte à quel point il est trop bien. Parce que le fait qu'il soit allié avec des sièges, ça booste son autorité. Regardez, il est à plus 14 d'autorité. C'est un chiffre indécent, hein. Pour ceux qui se demandent, c'est monstrueux. En général, vous êtes à plus 10 et c'est très bien. Là, plus 14, c'est un chiffre absolument indécent. Donc, il est très très bien. Et il va récupérer toutes les zones spéciales du monde. Il va se mettre méga bien en termes d'hégémonie. C'est aussi pour ça qu'il fait beaucoup, beaucoup de tech défensive. C'est parce qu'il sait très bien qu'il va se manger son 4, enfin son 3 contre 1 des familles, quoi. Il le sait. Donc il prévoit le coup. C'est très bien joué de sa part. Maintenant, il va falloir regarder si est-ce qu'il peut rush très rapidement la fin de game. Vous avez plusieurs choses pour pouvoir le faire. Faut voir s'il va arriver à le mettre en place.
Moi, ce qui me fait juste peur avec sa victoire hégémonie, c'est le fait que potentiellement, il va pas réussir à payer les taxes. Et ça peut être compliqué. Parce que si vous loupez une seule taxe, c'est finito. Vous pourrez plus gagner en hégémonie. Ça va être trop dur. Alors, juge du conseil. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qui veut le juge du conseil? Il sait qui force pour l'avoir. Moi, je pense que c'est mieux sur Corino. Après, Harkonnen, il a l'air d'être... Ok, ok, ok. Bon, Corino va all-in. Ok. Corino va all-in. Harkonnen va prendre le contrôle des infrastructures. Et Atride, très bien joué de la part de Dugommier. Très bien vu. C'est très bien joué. Dugommier qui a forcé sur la prise des assassins. Donc il vient de choper 2 assassins gratuitement. Et du coup, il deny un assassinat un peu trop simple à ses adversaires. Même s'il ne sait pas forcément s'il y en a un qui peut partir. Mais au moins il le deny. Et c'est très très bien vu de sa part. C'est ce que je sais pas faire, moi, la transition entre le mid et le endgame. Bah c'est le plus dur en fait. Déjà, il y a quelque chose sur le début de partie, ceux qui font des transis de début à milieu de partie sur quelles sont les conditions de victoire que je veux, c'est déjà quelque chose qui est pas simple à savoir, à comprendre. Et une fois que vous avez saisi ça, il y a la transition milieu de partie à la fin de partie qui est encore plus compliquée à gérer, puisqu'il faut gérer tous les facteurs et il faut comprendre qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est compliqué. Mais il est très bien parti. Là, vous voyez, c'est une très bonne transition de la part de Dugommier parce que il prévoit beaucoup de connaissances qui fait que quand tout le monde va arriver sur lui, il sera prêt à les affronter en 3 contre 1 parce qu'il a Jessica, donc déjà il est pas mal. Il joue à trade, donc il est doublement pas mal. Et il a des gros bonus de défense, donc il est triplement pas mal. Donc il est prêt, la transition est bien, mais il faut surtout gérer la production d'hégémonie, ce qui est fait, étant donné qu'il a beaucoup de zones spéciales. Il a le centre de recherche qui peut être fait à tout moment. Il y a les taxes d'épices. Bref, on est bien. Là, vous voyez, elle est toute faite, sa petite condition. Et à un moment donné, ça partira et ce sera game over, quoi. Parce que les autres sont beaucoup trop en retard. Ouais. Le seul qui est à peu près au même stade, c'est The Bibund. Et... Est-ce qu'il peut le dépasser? Je suis pas sûr. Par contre, ça m'étonne que Razor soit autant derrière. Il nous fait une pas super game Razor là. Finir la game dure, bah c'est toujours le plus dur. C'est normal. C'est toujours le plus compliqué de terminer les parties. Sinon ce serait pas drôle. Bon les pauses l'un des potes, on arrête. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Merci, merci. Et bienvenue à toi, Ludiark. Bienvenue sur cette chaîne. Tu es maintenant un habitant d'Arrakis. Bon, ça, ouais, ça part mal, les potes. Ça part très mal pour Razor. Je suis désolé ceux qui ont voté contre Bandier. Je suis désolé. Il est pas dedans, Razor. Il est pas dedans. Il all-in sur le chum, mais il est pas dedans. Pourquoi? Pourquoi tout mettre sur le chum alors que c'est une map épice? C'est la règle. Quand il y a une map épice, vous avez pas le droit de gagner au chum. C'est la règle. Il s'est perdu. Il s'est perdu. Moi je dis vivement un ladder. Ouais, ça viendra. Aïe, oh, ça fait mal. Ça viendra, les potes. Dites-vous que c'est un jeu qui est tout récent. Il était en early access il y a 2 ans. Il est sorti officiellement il y a pas beaucoup de temps. Et c'est un jeu qui grandit. On a des nouvelles factions, on a des nouvelles mises à jour. C'est un jeu qui est voué à être grand. Mais il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps aux choses pour faire des mises à jour. Il faut un ladder, il faut un mode campagne, il faut des nouveaux modes de jeu, il faut des nouvelles factions, il faut quelques reworks sur le jeu qui sont des petits points un peu négatifs. Il faut un mode observateur. Bref,
Il y a beaucoup de choses à faire dans le jeu. Mais vous inquiétez pas, ça arrivera, le studio qui est derrière est fabuleux. Donc ils y arriveront. Dernière faction, toujours Vernus? Eh bien oui. En même temps, il s'est sorti qu'il y a 2 mois, hein. Ça date d'il y a 2 mois, Vernus, hein, donc c'est tout récent, hein. Mais moi, j'aimerais qu'avant qu'il y ait des nouvelles factions, il y ait déjà un ladder, un mode observateur, un petit rework de certaines choses. Et toujours claqué au sol. Effectivement, effectivement, c'est toujours la pire faction du jeu. Et je pense que ça va le rester. Bon, en fait, pour ceux qui comprennent pas pourquoi Contrebandier est autant en retard en termes d'hégémonie, dites-vous qu'il essaie de faire une game 100% thune, donc 100% chaume. Maintenant, le problème, c'est que il ne produit pas assez d'argent pour pouvoir être potentiellement rapide, enfin plus rapide qu'une victoire hégémonie. Donc, son rêve ultime, c'est que la game dure super longtemps. Vraiment, il va espérer que la partie dure, mais quand je vous dis dure, c'est faut que la partie fasse 1 heure et demie minimum, quoi. Parce que sinon, il n'y arrivera pas. Il ne produit pas assez. Donc ça va être un problème. Étant donné que Dugommier est en train de speedrun la game, il est déjà à 17 500, il produit plus 31, il y a le centre de recherche qui attend tranquillement. Donc, si tout va bien, dans 25 minutes à peine, la game est finie. Avant de faire des nouvelles factions, peut-être se concentrer sur les bugs et l'équilibrage. Oui, c'est ce que je dis toujours, James. Mais personne ne m'écoute, James. Personne ne m'écoute. Moi, je le dis. Tu es la voix de la raison, James. Ouais, cuve de recyclage, ça peut être pas mal, du go, là. Du go, cuve de recyclage, t'as pas assez d'eau pour faire des tourelles. Faudrait qu'il commence à foutre des tourelles, hein. Fais des tourelles, mon pote, tu vas te prendre ton 3 contre 1 à un moment donné, hein. Ça peut être compliqué, honnêtement. Ça peut être compliqué, mais la question c'est, est-ce qu'ils ont de quoi lui péter la gueule rapidement? Chaga, il a pas beaucoup de militaires, donc c'est compliqué. Riser, il joue contre Mandier, il peut potentiellement mettre une pression, mais il a pas beaucoup non plus de militaires. Après, il y a le vaisseau qui arrive, c'est pas mal ça. Et The Bibound, normalement, il peut mettre la pression, donc c'est pas mal. Mais ils me font peur quand même, hein. D'ailleurs, messieurs, dames, en parlant de Dune et des nouveautés, il y a Jean-Baptiste Chaud qui a sorti une vidéo sur Dune, sur l'histoire un petit peu de Dune, de l'histoire du jeu vidéo Dune et tout ça. Donc allez la voir, elle est très bien, je vous la mets dans le chat, puisque je l'ai regardé tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé. On n'hésite pas à liker le commentaire que j'ai laissé. Bah oui, toujours. L'homme qui nous a tout donné, Jean-Baptiste Chaud. Alors, le bâtiment hégémonie, le plus 15%, c'est à la fin de la construction du bâtiment ou c'est de l'hégémonie avant? C'est quand le bâtiment est construit, donc quand il est construit, quand il est fini de construire, le bâtiment te donne le bonus plus 15% instantanément. Et après, tu auras un bonus également 15% sur le reste. Notamment les ateliers d'artisanat qui produisent un peu plus et tous les petits bonus qui produisent un peu plus. Salut les Roya. Comment il va, Quarks? Bah oui, Irzuk, c'est normal. C'est normal. C'est JB. Moi, dites-vous que l'histoire est belle parce que JB, c'est celui qui m'a fait découvrir Dune. Alors pas l'univers, je connaissais l'univers de Dune,
mais c'est celui qui m'a fait découvrir qu'il y avait un jeu Dune qui allait sortir à l'époque sur sa vidéo de, je crois, 2021, où il disait que le jeu allait sortir et tout. Et j'avais vu des images, j'avais été trop hypé, j'étais en mode putain, il a l'air trop bien le jeu. Et effectivement, le jeu est trop bien. Et du coup, merci à JB par AlphaCast. C'est la clique. C'est toute la clique. AlphaCast, moi, c'est Warhammer. C'est de sa faute si je me suis mis à Warhammer. Vous voyez, tous vos streamers là, c'est de leur faute. JB, c'est de sa faute si je joue à Dune. AlphaCast, c'est sa faute pour Warhammer. Donc, faut arrêter un petit peu. Hein? Ça suffit. Si t'as 25K et que tu finis le bâtiment en 26K, ça te donne les 15% de 26K. Oui, c'est ça, James. C'est ça. C'est pour ça que les fins de partie, James, tout le monde essaie de timer la construction du centre de recherche avec le paiement de la taxe, étant donné que le paiement de la taxe te donne 1000 d'hégémonie, plus ton centre de recherche, ça fait un gros boost de genre 3000 d'hégémonie. C'est pas mal. Si t'as un gros boost d'un coup, bah ça surprend tout le monde, et tu passes de genre 26 000 à 29 et tout le monde en mode oh putain, il va gagner. Et voilà. Et tu surprends tout le monde. Même si aujourd'hui c'est plus vraiment une surprise étant donné que tout le monde connaît la strat. Mais t'inquiète. Trop chance ces influenceurs. Bah ouais, relou les potes. Alors grosse fight, messieurs dames. Double vaisseau, je pense honnêtement que Harkonnen va la win la fight. Tac tac tac. Ok, on met les vapeurs. Ouais. Tension vers des sables, messieurs dames, qui vient pointer le bout de son nez. On va perdre le héros côté Atreides. Harkonnen gagne la fight, messieurs dames. Comme prédit, Harkonnen va gagner la fight étant donné qu'il y a les Cerbères. Et vous savez très bien que les Cerbères, quand ils meurent, et ben en fait, ils explosent et deviennent deux petits Cerbères qui se battent jusqu'à la mort. Ce qui fait qu'en fight frontal comme ça, vous ne pouvez tout simplement pas perdre. Sachant qu'il y avait également la tourelle qui tapait du côté du Harkonnen, on avait le bonus de base militaire, donc on est un peu plus fort que le Atreides, et il vient d'en payer les frais. Après, je pense honnêtement que c'était compliqué de la part de Dugo de récupérer la fosse polaire. Il aurait pas dû la faire. Trop éloigné de ses autres zones et il a un peu forcé. Il aurait pu tranquillement récupérer des zones chez lui, ça aurait été beaucoup plus simple à défendre parce que là, c'est vrai qu'elle était compliquée à gérer cette zone. Et je vous avais dit ou pas que The Biboon c'était à pas oublier. En débutant cette game, je vous ai dit les gars, The Biboon, il peut tous nous surprendre. Et regardez, il nous surprend. Bon, la question c'est qu'est-ce que font les deux autres quoi. Parce que moi, ce qui me fait rire, c'est que t'as Dugo qui est quasiment à 20K hégémonie, t'as Riser qui est à 9K. Le mec qui a même pas les 10K. Riser, il produit plus 20 d'hégémonie, c'est bien. Il produit beaucoup d'argent, c'est bien aussi, mais pas assez honnêtement. Ça m'embête, hein. Il a 23% de chôme. Honnêtement, c'est pas si mal, parce que il avance quand même au chôme. Il avance beaucoup, il a 25%. Mais le temps qu'il puisse arriver jusqu'au 50%, non seulement les autres vont en acheter aussi, donc ils vont le ralentir, et la game sera finie. Atreides va gagner bien avant. Pourquoi il est autant derrière en hégémonie? Parce qu'il a joué les QG en fait. Il a joué le fait de mettre des QG clandestins de partout, James, ce qui fait qu'il a très peu de zones, donc très peu d'hégémonie. Par contre, avec tous les QG qu'il a, il a des bonus de ressources monstrueux. C'est pour ça qu'il produit 1400 de thunes. C'est parce que tous ces QG lui rapportent énormément d'argent. Le problème, c'est qu'il a rien d'autre que de l'argent. Il a pas mal d'influence, donc il est pas mal sur le plan politique, mais en hégémonie pure et dure, il est à la ramasse totale. Et il ne sera jamais un danger en hégémonie. C'est un peu dangereux. Honnêtement,
Honnêtement, mon bon Atreyu, tu n'as pas envie de défendre cette zone. Je te le dis, de copains, entre copains, on est copains ensemble. Tu me connais, du Gomi, on a toujours été potes. T'as pas envie de défendre ta fausse polaire, ça vaut pas le coup. Et il va y arriver, putain. La question c'est combien de temps il la garde. Moi je dis 2 minutes. Qui va se tourner en 10 secondes puisque le protecteur va mourir. Et il n'y a pas assez d'unités militaires. Il y a le héros, pourquoi tu défends? Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu défends? Je suis énervé là. C'est pas grave. Bon, il a appris à la dure. Il a perdu la zone. Il devrait pas tenter un assassinat avec tous ses QG. Bah, ça n'a pas de rapport, Irzuk. Les QG, c'est des bonus de ressources que vous prenez en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez tout mettre. Vous pouvez avoir des bonus de thunes, vous pouvez avoir des bonus de militaires, vous pouvez avoir des bonus politiques. C'est vraiment en fonction de ce que vous avez besoin. Mais ça n'aide absolument pas pour l'assassinat, hein. Quand t'as les QG, t'as des infos en plus. Bah, t'as les infos de ce que le mec produit, t'as les infos des bâtiments qu'il a. Bon, t'as déjà les infos, mais t'as les bâtiments exacts de ce que le mec produit et t'as la vision à côté. Non, il y a beaucoup de trucs, ouais. C'est utile les QG. Par contre, la thune, du go, la thune. C'est une sorte de marché noir à ne pas confondre avec les cellules d'assassinat. Effectivement, c'est parce que ça n'a pas de rapport en fait. Les QG clandestins, un QG peut être détecté. Alors en fait, Nat, le QG tu le vois. C'est-à-dire que un QG clandestin, s'il y en a un sur ta gueule, tu auras l'information qu'il est sur ta gueule. Mais il n'y a aucun moyen d'enlever le QG. Le seul moyen que tu as d'enlever un QG, c'est de perdre ta zone. Donc t'as pas envie. C'est juste qu'en fait, comme la faction des contrebandiers a été designée pour les QG clandestins, bah oui, ce serait bête de pouvoir les enlever en fait. Mais vous ferez le test la prochaine fois que vous jouez contre un contrebandier. Regardez vos villages et en fait, vous avez toujours un petit truc bleu sur la droite du village et vous voyez que effectivement, il y a un QG sur votre gueule. Donc vous savez que le mec est en train de vous taxer, hein. Mais c'est ça qui est bon. La faction ne servirait plus à rien sans les QG. Ah bah oui, très clairement. C'est tout le design, donc c'est-à-dire que c'est comme si tu disais à Vernus, t'as pas le droit de faire des connaissances. C'est un peu con. Ouf. Oh, celui-là, il pique. Messieurs, dames, celui-là, il pique. Il pique très fort. Le contrebandier qui vient de se manger le malus d'épices, ce qui fait qu'il produisait quasiment 2000 de thunes. Et là, il produit plus que 1002. Ça picote. Ça picote. Il est ralenti très fortement. Vernus, son passif aide plus les autres que lui-même. Ah bah, c'est un peu le problème de la faction, quoi. C'est-à-dire que quand t'as un Vernus, tu fais tout pour que le mec soit ton pote. Tu veux pas être mon pote pour filer toutes les techs, s'il te plaît? Eh vas-y, viens, on est potes. Allez, quoi. Moi, j'aime trop le violet à la base. Sauf quand il bloque avec des brevets. Alors n'oubliez pas d'ailleurs, peu de gens le savent, hein, mais n'oubliez pas que quand un Vernus bloque une connaissance avec un brevet, il le bloque pour lui aussi. Donc en fonction, il peut se mettre des bâtons dans les roues lui-même. Les brevets valent pas le coup, bah c'est quand même pas mal.
Après, le fait de faire chier les gens à payer 500 de thunes, honnêtement, c'est cool. Ça permet quand même d'avoir une économie stable avec Vernus et tu seras jamais emmerdé en thunes. Mais effectivement, c'est pas le truc le plus casse-couille du monde. Si tu payes, ça se débloque pour lui aussi. Ah non, c'est deux choses différentes, Yerzuk. T'as les brevets qui te disent que tu dois payer 500 de thunes, mais c'est des techs que le Vernus possède déjà. Donc en fait, c'est simplement que tu dois payer 500 de thunes pour pouvoir faire les mêmes techs que Vernus, qu'il possède déjà. Mais le blocage de connaissances, j'ai oublié le nom là, comment on appelle ça? La dissimulation, eh ben, c'est qu'il bloque une connaissance complète. Il dit personne ne peut faire cette connaissance, et même si tu l'as fait, eh ben, elle n'existe plus. Sauf qu'elle n'existe plus pour lui et pour vous. Mais c'est nul. Bah oui, c'est là tout le sel de Vernus en fait. C'est que, c'est que en fait, tu dois bloquer quelque chose qui potentiellement t'est utile. Mais la plupart du temps, tu essaies de bloquer quelque chose qui fait avancer tes adversaires. Comme ça, tu leur pètes les couilles. C'est le but. Et bienvenue à toi, Leiki. Leiki GT. Bienvenue à toi. En fait, si vous voulez, ce qui est très souvent fait avec Vernus, c'est par exemple, sur une map épice, et ben, vous pouvez vous amuser à enlever le boost des moissonneuses. Comme ça, vous pétez les couilles de tout le monde. Sur une map, sur quelque chose où tout le monde fait du militaire, vous pouvez enlever des bonus militaires. Sur une map où tout le monde fait de l'hégémonie, vous pouvez enlever les babioles de valeur. Enfin bref, vous avez beaucoup de trucs à faire avec Vernus qui font que vous cassez les couilles à tout le monde. C'est là tout le but de la faction. Sinon, elle serait trop trop naze. Mais bon, vous inquiétez pas, un jour elle sera augmentée. Je vous le promets. Je vais, euh, je vais maintenir ma propagande. Ça fait pas gagner non plus. Ah bah oui, 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 c'est un peu le problème, quoi. C'est que tu fais chier les gens, mais tu peux pas gagner. C'est génial. C'est vraiment. Mais vous inquiétez pas. Je vais vous faire une propagande, les gars. J'ai commencé à les attaquer sur Twitter. Ils ont, ils ont tweeté hier et j'ai répondu sous le tweet en disant sinon c'est quand qu'on a une roadmap. J'ai commencé à les attaquer un peu de front. J'ai- J'essaie de faire marcher le truc, les gars. Je tente la propagande. Pareil pour le nerf Corino, vous inquiétez pas, je suis dessus. Je leur dis, les gars, s'il vous plaît. Je suis avec ma petite bannière, je suis en mode ouais. Tinchi Lobbies chez Siro Game. Ah, j'aimerais trop. Je peux avoir des parts de la boîte, s'il vous plaît. En plus, c'est vrai que c'est un peu grave, mais je joue à tous les jeux de Shiro. Parce que j'ai beaucoup joué à Northgard, je joue beaucoup à Dune, je joue à War Tales, on joue à tous les jeux de Shiro, donc je vais finir par devenir ambassadeur. Ça va être beau. Attends, c'est pas évident, c'est vrai que leur système de drone pour les moissonneuses qui ressemblent aux Fremen, ça a l'air cool. Ça, c'est très très cool, effectivement. Les moissonneuses sont sympas. Tu es même pas sponsor. Ah, mais ça va. Sur le long terme, les gars. On vise le long terme. On y arrivera. Bon, par contre, messieurs, dames, The Biboud est en train d'aller plus vite que Atreid. Après, il a plus d'autorité. Atreid en a 500. Voilà. Faut jouer à Evoland. Ouais, mais j'ai dit qu'on le ferait. J'ai dit qu'on le ferait, Evoland. C'est le seul jeu Shiro que j'ai jamais joué. Et ça peut être cool. Mais c'est juste qu'il faut qu'on trouve un moment où on le fait. Et par exemple, la run War Tales,
elle dure longtemps parce que bon bah le jeu est énorme en fait, hein. Mais après War Tales, je pense qu'on ira peut-être se faire du Evoland, ouais. On a beaucoup de jeux à faire, les potes. On a beaucoup, beaucoup de jeux. Il y a le DLC Elden Ring qui arrive. Enfin, écoutez, ça arrive, hein. Il y a plein de choses qui arrivent. Vous allez me voir souffrir hein, sur Elden Ring. En plus, je suis naze sur Elden Ring, donc vraiment, c'est génial. Tu penses que ça va se jouer à l'hégémonie et le contrebandier ne peut plus gagner? Alors, comme dit, euh, comme dit bien plus tôt dans cette partie, le chum, les gars, c'est ingagnable, hein. Sur une map épice, vous pouvez pas gagner au chum. C'est pas possible. En plus, regardez, ils font que le nerfer. Ils font que lui mettre des malus au chum. Donc en fait, il ne pourra jamais gagner au chum. Ils vont forcément terminer la game en hégémonie avant. Donc là, la victoire, les gars, elle se joue pardon, entre Dugommi et Razor. Personne d'autre ne peut gagner. Entre Dugommi, pardon, et The Bibound, j'ai dit une connerie. Entre Atreide et Harkonnen, si vous préférez. Et quatrième place actuellement, bah, Shaga est un petit peu dernier, hein, parce que c'est celui qui est présent sur le moins de conditions. Il essaie d'assassiner. L'assassinat. Shaga est en train d'assassiner Corino. Contrebandier. Putain, je suis perdu. Oh là là. Non, putain. Tu as déjà joué à Palworld? Eh bien non. Mais j'ai pas envie. Le jeu me hype zéro. Le jeu me hype pas. J'aime pas trop ce genre de jeu et voilà. Enfin, ça arrive. Pourquoi il veut l'assassiner? Bah parce qu'il se fait une petite troisième place. On est bien. Honnêtement, c'est le meilleur move à faire côté Chaga. C'est vraiment le meilleur move à faire. Parce que dites-vous bien que s'il est troisième, il se fait un point. Et comme il sait que la seule personne qui peut aller chercher pour faire un point, c'est le joueur contrebandier, et ben il va le focus. C'est pour ça qu'il y a eu un base drop, les potes. C'est que il se dit, putain, ma seule chance, c'est de sortir le contrebandier. Je suis pas assez fort pour attaquer les deux autres là. Donc, je vais focus le contrebandier. Et en soi, honnêtement, c'est une très bonne idée. Il a raison. Alors par contre, la question c'est qui va le plus vite? Moi, je pense que Atreide va aller plus vite et je vais vous donner en 5 parties ma théorie de pourquoi il va plus vite. Alors, actuellement, il est à 23k. Il produit plus 41 d'hégémonie passivement. The Biboon est à plus 36. Donc, déjà, le joueur Atreide fait plus d'hégémonie passif. On aura les paiements de taxes. Le centre de recherche est toujours disponible pour le joueur Atreide, aussi pour le joueur Harkonnen. Mais n'oublions pas, messieurs, dames, que pour des rushs de fin de partie, vous avez l'annexion passive. Donc, il va pouvoir aller se chercher sa petite zone spéciale tout en haut de la map qu'il a vue tout à l'heure là, et il va pouvoir récupérer des zones un petit peu partout sur la carte, et tout simplement faire des gros boosts d'hégémonie. Et du coup, dépasser le Harkonnen. Tu sais, si Harkonnen a déjà fait le bâtiment. Ah, c'est très bien joué. C'est très très bien joué, messieurs dames. C'est très bien joué. Parce que du coup, il va demander au contrebandier qui a l'information si le bâtiment d'hégémonie a déjà été fait pour savoir si oui ou non il doit potentiellement s'inquiéter de la fin de partie. Et il a déjà été fait. Il a déjà été fait, il lui donne l'info. Fallait pas lui donner l'info. Ah, il est gentil. Razor est très gentil. Il donne l'information. Parce que du coup, il a déjà été fait. Ce qui veut dire, messieurs, dames, que sur un rush de fin de partie, Harkonnen ne peut pas gagner. Ça, il faut bien le comprendre. Atreide, dans tous les cas, va forcément dépasser en hégémonie le Harkonnen, étant donné qu'il y a le centre de recherche qui est disponible. Il a juste à prendre zone spéciale, paiement de la taxe, centre de recherche, il a gagné la game. Voilà. Le timing de la prochaine taxe devrait être le timing quasi fin de game. Et d'ailleurs, Dugo, je pense qu'il est en train de le voir. Il va s'en rendre compte.
Mais l'assassinat devrait passer, hein. Fais voir Chaga comment il le gère. Ouais, il va passer cet assassinat, hein. Faut lâcher tes zones. Faut lâcher tes zones, mon copain. Lâche tes zones. Putain, il a 38% de chaume, hein. Ah, dites-vous qu'il était pas si loin du chaume. Il en était pas si loin que ça, le chaume. Lâche tes zones, mon pote. Si vraiment il faut, lâche tes zones. Ce serait trop de con perdre maintenant alors que t'as la troisième place. T'as 40% de chaume. Tu l'as, ta putain de troisième place. Quand on est aussi proche de se faire assassiner, il faut lâcher des zones. Oui, en fait, toutes les zones où vous avez potentiellement des cellules, il faut les lâcher. Parce que du coup, les cellules qu'il y a sur ces zones, eh bien, elles disparaissent. Donc le mec ne peut plus envoyer d'assassins. Là, il arrive au moment critique. Il en est au moment critique. Là, il doit lâcher les zones. Tu n'as plus de solution. Lâche tes zones. Il n'a pas trouvé les cellules. Ouais, mais en fait, comprenez bien que assassiner un contrebandier, c'est peut-être la faction la plus facilement attaquable en niveau assassinat, dans le sens où vous avez pas beaucoup de zones, mais elles sont toutes complètement éparpillées. Ce qui fait que c'est quasiment introuvable en tant que contrebandier. Non, regarde le facteur. Regarde le facteur avant d'enlever les villages. Il reste un agent, donc il reste quelque chose. Il reste une zone. Il reste forcément une zone, mon grand. Ok, Atreid qui va faire le rush de fin de partie, messieurs, dames. Donc Atreid va gagner. Allez, mon grand. Allez, mon grand. Tu lâches pas, tu lâches pas. C'est pas cette zone, c'est pas cette zone. Sans doute celle-là. Faut lâcher. Faut lâcher les zones. Dans 8 jours. Il a encore le temps. Il a encore un petit peu le temps, mais c'est compliqué. Aïe, aïe, aïe. Ok, ouais, ouais, il est pas si mal, mais le chum il coûte trop cher. À cause du malus qu'il a pris. 7 jours. Et regardez. Ça devrait passer. Quand il reste qu'un seul agent, justement, c'est qu'il n'y a plus de cellules. Je suis pas sûr, flûte en bois, hein. Pour moi, c'est qu'il y a encore une cellule, hein. Comme tu peux mettre jusqu'à 3 cellules, 3 agents, hein. Pour moi, il y a 3 cellules, hein. Il a tout scan, il n'y a plus de cellules. Bah, non, parce que comprenez bien que la cellule ne trouve pas forcément une cellule. Sachant qu'il y a toujours le bug assassinat dans le jeu, hein. Il y a toujours le bug assassinat, hein. Attendez, faut que j'aille voir sur le POV de Chaga. Je suis désolé, ça va faire mal aux yeux. Mais faut qu'on voit sur sa POV à Chaga, juste après le Landstrad, si oui ou non il y a encore une cellule. Parce que s'il y a le bug assassinat, on pose la game et je lui demande d'allumer l'assassinat, hein. Parce que le bug est toujours présent, hein. Attendez, Chaga, Chaga, Chaga. On les vote plus vite. Attendez, fais voir Chaga. Eh, il va peut-être y arriver au chaume, hein. Chaga, montre-nous où est la dernière zone. J'en supplie. Je sais pas. Bizarre. On leur demandera. On leur demandera à la fin de game. S'il se fait assassiner alors qu'il y avait plus de cellules, vous inquiétez pas.
Je le compterai en troisième place. Mais l'assassinat... Non, regardez, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il est cancel, il pourra pas y arriver. Il a réussi à l'arrêter. Très bien joué. Et en plus, il est vraiment pas loin de gagner la game, hein. Franchement, hein. Dugo, il a juste à récupérer des zones et à défendre. Et il a gagné. Oh, par contre, les gars, faut acheter du chaume, hein. Dugo va gagner avant, oui. Voilà. Il avait pas encore fait le centre de recherche. Déjà lui. GG. GG. Comme prévu. Euh, GG à tous.